Et si ce qu'on interprète souvent comme de la provocation ou un simple mauvais caractère était en réalité un signal de détresse du cerveau? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet à la fois fascinant et souvent mal compris, le lien chez l'adulte entre le TDAH et ce qu'on appelle le trouble oppositionnel. On va mettre de côté les jugements un peu hâtifs pour parler de ce qui se passe vraiment au niveau neurologique. Voilà, c'est exactement ça. Si cette phrase résonne, si on s'est déjà surpris à penser ça, alors ce qui suit risque d'éclairer bien des choses. Parce que non, la réponse n'est pas c'est juste une personnalité difficile. C'est bien plus complexe et c'est ancré dans le fonctionnement même du cerveau. Alors, essayons de mettre des mots un peu plus précis sur ce ressenti. De quoi parle-t-on exactement? On va voir que ça dessine une facette bien particulière du TDAH, assez loin des clichés qu'on peut avoir en tête. Il faut oublier un peu l'image de la grosse colère qui explose. Chez l'adulte, le trouble oppositionnel, c'est souvent beaucoup plus subtil, plus insidieux. C'est cette espèce de force d'inertie, ce non silencieux qui semble sortir de nulle part. Mais attention, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est le cerveau qui, littéralement, tire le frein à main. Ce tableau, il est très parlant. On voit bien comment la dynamique change complètement. Là où un TDAH plus classique va entraîner de la sensibilité face à la critique, par exemple, la version avec opposition va plutôt générer de l'hostilité. On ne passe plus de «j'ai du mal à m'organiser» à «mon système interne refuse de coopérer». La différence, elle est fondamentale. D'accord, mais alors, pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi ce nom est-il si puissant, si automatique? Pour comprendre, il faut aller voir à deux endroits. À l'intérieur du cerveau, bien sûr, et aussi dans l'histoire personnelle. Ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Il faut bien l'intégrer. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas de la provocation délibérée. C'est un réflexe, un pur mécanisme de défense qui s'enclenche bien plus vite que la pensée consciente. Un peu comme quand on retire sa main d'une plaque brûlante sans même y penser. Et ce réflexe, on le voit dans le cerveau. Le cortex préfrontal, qui est un peu notre tour de contrôle, a du mal à réguler. Le système de la dopamine, le carburant de notre motivation, est complètement en dents de scie. Et surtout, le système limbique, notre alarme interne, est comme bloqué en position on. Imaginez un peu vivre avec une sirène d'incendie qui se déclenche pour un rien en permanence. Le cerveau est une véritable éponge, surtout pendant l'enfance. Et parfois, face à un sentiment de contrôle constant ou de rejet, il apprend à se protéger de manière un peu extrême. Il se forge une armure, et l'opposition devient cette armure. C'était sans doute très utile à un moment donné pour survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette armure est peut-être devenue trop lourde à porter. Cette phrase est absolument essentielle. Ce n'est pas de l'insolence, mais un réflexe. Ça veut dire que face à une figure d'autorité, ce n'est pas la personne qui est perçue, c'est la menace potentielle. Et le corps réagit bien avant que l'esprit n'ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. Bon, tout ça, c'est la mécanique interne. Mais dans la vie de tous les jours, ça donne quoi concrètement? Eh bien, l'impact est énorme. Et il se fait sentir absolument partout. Dans le couple, au travail et bien sûr à l'intérieur de soi. C'est un coût qui se paye au quotidien, dans les relations amoureuses, où la moindre discussion peut vite tourner au conflit de pouvoir. Au travail, où le plus petit feedback peut être perçu comme une attaque personnelle. Et dans la vie sociale, où l'on finit par se sentir en décalage. Et finalement, assez seul. Moins 40%. Le chiffre est brutal. Il vient d'une étude de 2021 sur la satisfaction relationnelle. 40% de satisfaction en moins, ça n'est pas juste une statistique, c'est le poids bien réel de la souffrance et de l'incompréhension jour après jour. Il faut imaginer un soldat qui ne quitte jamais le champ de bataille. Le corps et l'esprit sont en état d'alerte permanent. C'est ça, l'hypervigilance. Et c'est épuisant. Ça mène à une fatigue que le sommeil ne répare plus, une anxiété de fond permanente et ce fameux burn-out relationnel, où même l'idée d'interagir avec quelqu'un devient une montagne. Le tableau peut paraître un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester dans cette spirale. Il existe des chemins. Et attention, l'objectif, ce n'est pas de se rendre ou de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'apprendre à mieux piloter la machine, pas de l'éteindre. Ce chemin, il se fait en plusieurs étapes claires. La toute première, et c'est la plus courageuse, c'est de regarder ce mécanisme en face, sans se juger. Ensuite, on peut apprendre de nouveaux outils de communication, on s'entraîne à repérer le début de la vague pour ne pas se laisser emporter, et surtout, on n'a pas à faire ce chemin tout seul. Et c'est là que ça devient vraiment concret. On ne peut pas raisonner une réaction de survie avec de la logique. Il faut d'abord calmer le corps. Des techniques comme la cohérence cardiaque ou la respiration, ce ne sont pas des gadgets bien-être. Ce sont de véritables interrupteurs pour notre système nerveux. On appuie sur pause au niveau physiologique pour pouvoir ensuite appuyer sur play de manière plus consciente.
Et si, pour finir, on changeait complètement de regard? Si, au lieu de voir ce comportement comme un ennemi à abattre, on le voyait plutôt comme une sorte de gardien, un peu trop zélé. C'est ce changement de perspective qui peut vraiment tout débloquer. Prenez un instant pour relire cette phrase. C'est assez libérateur, non? Ce n'est pas une pathologie, c'est une stratégie de survie qui est devenue obsolète. Elle a eu son utilité, elle a même peut-être sauvé la mise un jour dans un certain contexte. Aujourd'hui, elle dessert plus qu'autre chose. Et rien que de le voir comme ça aide déjà à respirer un peu, non? La vraie question, au fond, elle est peut-être là. Et si, au lieu de combattre cette partie de soi, on essayait simplement de l'écouter, de comprendre ce qu'elle protège si farouchement? Une vulnérabilité? Une peur très ancienne? Le chemin, ce n'est peut-être pas de la faire taire, mais de la rassurer. Et ça, c'est peut-être le véritable début de la paix intérieure.